Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de RTI 1 Reçoit de l'année 2022. Et nous allons parcourir nos parcs à bétail, nos fermes, mais aussi nous prendrons le large pour découvrir les capacités halieutiques de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, ce numéro se consacre au thème « Quelle politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire ?» Et l'acteur principal de ce numéro, vous l'avez compris tout naturellement, de ces 90 minutes, est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. En ma compagnie, Marcel Aka, journaliste spécialiste des questions sur l'environnement et la pêche au quotidien L'Inter. Bonsoir, Marcel. Et la particularité de cette émission demeure son interactivité. Régis Kofi se charge de recueillir vos préoccupations au 27 22 40 12 50. Vous avez en plus la possibilité de poser vos questions à travers le QR code à scanner. Monsieur le ministre, au-delà de la compréhension primaire, est-ce qu'il y a des éléments à appréhender lorsqu'on parle des ressources animales et halieutiques? Déjà, comprendre de quoi il s'agit. Parce que, pour faire simple, en réalité, quand on parle des ressources animales et halieutiques, on dira qu'il s'agira de parler des animaux qui vivent sur la terre, des animaux qui vivent dans l'eau et de leur gestion. On dira ça simplement comme ça. D'accord. Question rapide à réponse chiffrée. Quel est le niveau de la production animale ivoirienne? Ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de production animale, nous disposons d'environ 4 filières. Et dans les 4 filières, nous avons la filière des ruminants, qui est composée des bovins, des ovins et des caprins. Nous avons la filière porcine, qui est composée bien sûr des porcs et assimilés. La filière avicole, composée de poulets et assimilés. Sans oublier bien sûr les filières en développement, comme on appelle dans le secteur. Relativement à la filière des ruminants, précisément sur les bovins, la Côte d'Ivoire dispose d'environ 1 700 000 têtes de bétail bovine. Alors, en face, quel est le niveau de la consommation? Tout chiffre à apprécier, nous sommes aux alentours de 100 000 tonnes de viande carcasse consommée par an. Il y a un gap. Il y a un gap, oui. Alors, vous l'avez compris, le décor est ainsi planté. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a une mission principale: fournir aux populations vivant en Côte d'Ivoire suffisamment de viande et de poissons. La voie pour y parvenir passe entre autres par la formation et la sensibilisation à la pratique de l'élevage et par un accès au financement. Plusieurs projets ont vu le jour, d'autres sont en cours d'élaboration. Question: comment se porte la filière viande et poissons? Astou Touré nous en fait le point. Le secteur de la viande et du poisson se porte mieux. Une filière en plein essor grâce à l'engouement qu'elle suscite auprès des populations grâce à l'élevage. De 2019 à 2020, la production nationale bovine est passée de 33 558 tonnes en 2019 à 34 109 tonnes en 2020. La production nationale de petits ruminants est passée de 23 789 tonnes en 2019 contre 25 475 tonnes en 2020, soit une évolution de 7%. Quant à la production nationale de porc, elle est passée de 11 621 tonnes en 2019 à 11 938 tonnes, soit un changement de 3%. Dès sa prise de fonction, le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait le tour des stations et ranchs pour s'enquérir de l'état des infrastructures. La Côte d'Ivoire dispose de 5 stations et ranchs fonctionnelles, dont 2 à Toumoudi, 2 à Yamoussoukro et 1 dans la Marawi. D'autres sont en réhabilitation, notamment à Béoumi et Katioula. Ces stations et ranchs ont pour mission de réaliser l'amélioration génétique afin de mettre à la disposition des éleveurs des animaux de qualité. Au nombre des acquis, des changements notables sont à observer au niveau de la formation et de l'encadrement des éleveurs et des pêcheurs. Nous avons également, avec l'appui de nos partenaires, installé, sinon créé des points de débarquement. C'est-à-dire que ce sont des infrastructures d'accès au marché. Nous pouvons citer le débarcadère de Lokodjo, le débarcadère de Grand Lao et celui de Sassandra. Également, nous avons
installer des plateformes de transformation du poisson avec des fours améliorés. De plus en plus, nos techniciens qui sont sur le terrain apportent un encadrement et se tournent de plus en plus vers les éleveurs ou bien les pisciculteurs qui sont dans leur zone d'intervention. Nous avons également mis en place des facilités pour accompagner les jeunes promoteurs dans l'élevage ou dans l'aquaculture. Pour atteindre l'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en ressources animales et halieutiques, le pays devra faire face à de nombreux défis, notamment l'amélioration de la réduction du coût des aliments, renforcer le système de couverture sanitaire, renforcer l'aquaculture, encourager les Ivoiriens à la pratique de la pêche en haute mer, former et organiser le secteur et faciliter l'accès au financement. Pour cela, 5 axes stratégiques ont été mis en place. Nous avons la stratégie de la promotion de la colonisation des interventions dans le secteur. Nous avons une stratégie de développement de la pêche. Nous avons aussi une stratégie de développement de l'aquaculture, la stratégie de renforcement de la santé publique vétérinaire et le bien-être animal. Toutes ces stratégies ont été évaluées à plus d'1 milliard, 1000 milliards de francs CFA. Et c'est dans cette perspective, le financement acquis permettra de créer à terme 700 000 emplois pour les acteurs. Le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture PSDEPA 2014-2020 a permis de relever des résultats encourageants. Toutefois, d'autres actions restent à renforcer pour garantir les revenus des acteurs et réduire le taux de dépendance du pays en protéines animales et halieutiques. Depuis une décennie, 2 décennies, les Ivoiriens sont vraiment dans le métier de l'élevage. Donc c'est dit que les Ivoiriens se donnent de plus en plus à l'activité. Seulement qu'ils n'en font pas vraiment une activité principale. Et c'est l'un de nos objectifs. Faire de l'élevage, c'est un métier comme tout autre. Il faut vraiment amener les Ivoiriens à comprendre que l'élevage nourrit son homme et que ça ne doit pas être une activité annexe à une activité par rapport à une activité principale. Afin de relever cet important défi, des investissements importants sont à consentir au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur des filières animales et halieutiques, à savoir la réhabilitation des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation, la structure des filières animales et halieutiques, la protection du cheptel national contre les épizooties et les zoonoses émergentes et réémergentes, la veille sanitaire et le renforcement de la gouvernance pour attirer et sécuriser les investissements privés et le secteur. Notre nouvelle politique de développement de l'élevage et de la pêche sur la période 2022-2026. Et c'est une nouvelle politique, c'est la vision du ministre Sidi Touré qui est traduite à travers cette politique-là. Et dans cette politique, nous envisageons vraiment développer tous les secteurs, tous les sous-secteurs du ministère. Et pour ce fait, nous avons 5 stratégies qui ont été développées. Au regard des enjeux du secteur, la PONADEPA 2022-2026 se donne pour objectif général de garantir la sécurité alimentaire en matière de protéines animales de qualité et la création d'emplois s'inscrivant ainsi dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays solidaire sur la base d'une croissance vigoureuse, soutenue et inclusive. Alors, il existait dans le temps la Société de développement des productions animales, qu'on a appelée la SODEPRA, qui a reversé ses activités à l'ANADER. De quoi avez-vous hérité exactement? Effectivement, la SODEPRA, lorsqu'elle a été créée en 1970, avait en termes d'activité la recherche et développement, la production de noyaux d'élevage pour leur diffusion auprès des différents éleveurs. Malheureusement, en 1993, il a fallu dissoudre cette structure à la suite des fameux ajustements structurels. Et cette SODEPRA avait quand même un potentiel et des acquis en termes de réalisation parce que
Nous nous souvenons les différents ranchs dont a parlé votre élément tantôt, sans oublier l'émulation qui a été faite dans le secteur de la production animale, parce que tenez-vous bien, en matière de production de viande et de lait, nous étions à 9%, avec la Sodeprane, nous sommes passés pratiquement à 21%. Et rien que sur la production globale animale, nous sommes passés de 37% à 53%. Donc, sa disparition de la Sodeprane a porté un préjudice dans le développement de notre secteur et l'autosuffisance recherchée. Et donc, il est apparu nécessaire à un moment donné, lorsque cette structure a disparu, le passif ou l'actif, les deux ont été partagés aussi bien à l'ANADER et à notre département, le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce qui nous concerne, nous avons hérité des différents ranchs avec leur patrimoine gigantesque, que ce soit le ranch de la Maraoué, dont vous avez parlé dans l'élément. Nous avons aussi hérité de près de 130 000 hectares de terre pour la transhumance, sans oublier 362 barrages pour le pastoralisme. Donc, autant d'éléments qui devaient normalement servir à booster la production, mais malheureusement, la crise est passée par là, et entre autres aussi la Covid. Marcel Aka a une question dessus. Oui, monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de potentialités, la ressource humaine, les infrastructures. Aujourd'hui, quelle touche comptez-vous apporter à ce secteur pour relever le défi de la production animale ? Notre ambition pour répondre à cette problématique qui touche aussi bien les ressources animales qu'halieutiques, notre ambition se trouve reformulée ou formulée à travers la politique nationale de développement de l'élevage, de l'aquaculture et de la pêche. Cela fera l'objet de notre chapitre prochain. On va situer le cadre. Oui, allez-y. En fait, c'est dire que toute la place de notre vision se retrouve dans ce document cadre qui regroupe, qui adresse les problématiques, les actions structurelles du secteur privé, mais aussi du secteur public et des partenaires techniques financiers pour le développement du secteur. Voilà. D'accord. En attendant, il faut que nous rappelions que les téléspectateurs peuvent nous joindre en appelant au 27 22 40 12 50 ou en scannant le QR code qui s'affiche au bas de l'écran pour poser leurs différentes préoccupations. Question de forme, il existe le ministère des Eaux et Forêts. Vous exploitez les ressources qui sont contenues dans ces milieux ou environnements. Comment se fait la collaboration? Elle est parfaite. Elle est parfaite. En d'autres termes, on va dire que le ministère des Eaux et Forêts s'occupe du contenant et nous nous occupons du contenu. Donc forcément, nous sommes complémentaires parce que nos différentes missions sont bien établies et nous agissons de façon complémentaire dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Marcel? On sait que votre ministère est un ministère transversal, oui, du fait de ses activités. Et quelle est la collaboration avec votre ministère, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère même des Infrastructures pour mieux adresser les différentes stratégies en œuvre? Le travail gouvernemental est défini de façon complémentaire, chacun ayant bien sûr sa charge de compétences. Si vous avez cité par ailleurs le ministère de la Santé, il est établi que près de 75% des maladies émergentes sont d'origine animale aujourd'hui. Nous prenons l'exemple de la Covid et même Ebola. Et donc forcément, nous sommes obligés de travailler ensemble de façon complémentaire et ceci a été établi à travers un décret qui crée la plateforme Une Seule Santé qui aujourd'hui permet à toutes ces différentes entités de contribuer à la gestion de la santé aussi bien des hommes que des animaux. Avec les autres départements, c'est le même exercice pratiquement. Donc je pense que c'est ce qu'il faut comprendre dans la substance. Nous sommes complémentaires. On ne marche pas les pieds sur les uns des autres. Tout est bien organisé? Tout est bien organisé. Alors, est-ce que les produits de la chasse sont comptabilisés dans les statistiques que vous avez données tout à l'heure? Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. OK. Alors, vous avez l'élevage traditionnel qui est pratiqué généralement dans le nord, autour de Korogo, Ferké, Bundiali et autres. Et puis, l'élevage aussi dans les ranchs. Quelle est la part de chaque partie? L'élevage traditionnel ou celui qui se pratique de manière moderne?
Au niveau de ce qu'il faut comprendre, c'est que, cela a été dit dans l'élément encore une fois, l'élevage est une pratique qui existe dans le vécu des Ivoiriens. Et même malheureusement à échelle, je dis, familiale. C'est ainsi que vous verrez sur tout étendue du territoire des petites fermes d'élevage de poulets. Vous verrez du côté du nord des fermes d'élevage de porcs et ainsi de suite, étendues sur toute l'étendue du territoire national. À part cette approche ou cet axe traditionnel de l'élevage, nous avons aussi un axe que nous appelons l'élevage, je veux dire, amélioré, qui est un peu le fruit des initiatives d'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire pour sortir les Ivoiriens dans la gestion de leur élevage, pour les amener à un niveau beaucoup plus, je veux dire, qualitatif. Nous avons eu des programmes, nous avons encore ces programmes, le PADECI, qui est le programme de développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, qui a fait cet effet. Vous avez aussi le PIGE-FACI, qui est le programme d'insertion des femmes et des jeunes dans le secteur de l'aviculture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça nous a permis d'amener l'élevage à un certain niveau de qualité, mais qui n'est pas encore l'élevage moderne que nous recherchons, qui aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, se retrouve, mais encore en nombre restreint dans le secteur privé. Nous avons de grands élevages assez modernes qui existent sur tout l'étendue du territoire national. À côté de ça, nous avons bien sûr nos ranches, qui est ce patrimoine hérité de l'ex-Sodepra. J'ai cité la ferme sémencière de Badika, qui avait pour vocation de produire du pâturage pour l'alimentation de notre bétail. Nous avons aussi la ferme de Nironingwe, du côté de Wangolodougou, qui avait une vocation laitière. Nous avons aussi la ferme de Pania, qui avait une vocation de production de carcasses de viande. Sans oublier le Centre national au vin, qui se chargeait de développer des espèces améliorées en matière ovine, les moutons. Et le centre, le ranch de Sipilou, du côté de l'ouest, qui développait un peu les races locales, l'Andama, sur les espèces bovines, les races baoulées locales sur les espèces bovines ou lagunaires, comme on les appelle, sans oublier bien sûr d'autres ranchs typiques. Donc nous avons des ranchs qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent plus, mais nous avons des ranchs qui fonctionnent aussi. Donc la vocation de notre politique nationale, c'est de réveiller ces différents ranchs avec un investissement massif, nous en parlerons certainement, pour nous permettre de très vite atteindre l'autosuffisance en production de protéines animales. D'accord. Marcel a une question sur les ranchs, mais permettez que je rappelle juste le numéro, le 27 22 40 12 76. En plus du téléphone, il y a la possibilité donc de nous joindre en envoyant vos questions à travers le QR code qui est affiché. Marcel? Ok, Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, après la dissolution de la Sodepra, les zones de production animale ont été recolonisées par l'agriculture? Est-ce qu'on peut parler de relance du secteur de production animale en Côte d'Ivoire dans un contexte où, avec la rareté du foncier, les litiges fonciers sont récurrents et aussi avec l'étalement des villes et les changements climatiques? J'ai eu le privilège de parcourir l'ensemble des ranchs de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a des infiltrations dans ces différents ranchs en termes de culture par les différentes populations. Mes équipes sont en train de faire le point pour nous permettre de pouvoir proposer un plan structurant de relance de ces différents ranchs. Nous ne pouvons pas faire l'économie de réveiller ce patrimoine. C'est la seule option viable qui nous permettrait d'atteindre l'équilibre ou l'autosuffisance à ce niveau. Donc, il y aura un travail à faire pour le réveil de ce patrimoine et je pense que le Premier ministre nous a marqué son accompagnement et nous sommes actuellement en train de faire l'évaluation du patrimoine du cheptel national, des différentes positions des différents ranchs, mais aussi, bien sûr, des différentes fermes au niveau national. Tout ça devant concourir à atteindre notre objectif. Et qu'en est-il de la transhumance? Parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les points d'eau sont en train de tarir. Qu'en est-il pour permettre aux animaux de s'abreuver convenablement? La transhumance est un phénomène, je veux dire, cyclique,
qui intervient, qui se définit comme étant le mouvement du bétail d'un point A à un point B. Ce mouvement peut s'établir entre deux nations, c'est ce qu'on appelle la transhumance inter-État, mais aussi dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il peut y avoir des mouvements de bétail. C'est à l'occasion de ces déplacements, que nous avons souvent des démêlés entre les agriculteurs et les éleveurs, sujet que nous sommes en train de traiter pour éviter la survenue de ce que nous avons connu il y a quelques années à Bouna, où du fait de conflits entre éleveurs et puis agriculteurs, il y a eu pratiquement 89 morts. Aujourd'hui, des textes régulateurs existent qui permettent d'éviter ce genre de conflit. Mais relativement à la problématique du changement climatique, j'aimerais juste vous rappeler que un pays frère qu'est Israël a réussi à faire fleurir le désert. Ce n'est pas le même cas que la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire reste quand même bénie. Nous avons un potentiel climatique qui est favorable, ce qui justifie d'ailleurs que les troupeaux venant des pays sahéliens viennent pour le fourrage ici en Côte d'Ivoire, s'alimenter et créant ces différentes désagréments. Et justement, à propos du climat, nous avons des réactions qui nous parviennent déjà à travers le QR code. Monsieur Zoum Dia dit que la Côte d'Ivoire regorge en ce qui concerne le climat et les richesses forestières sont importantes, à un avantage en termes de climat, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment se fait-il que ce climat-là ne soit pas utilisé comme un avantage pour produire davantage de ressources animales? Ceci est un peu reflété aujourd'hui dans notre vision, dans la vision que le président de la République a autorisée à travers notre politique nationale de développement de l'élevage. La réactivation du centre fourrager de Badika nous permettra de disposer de ressources améliorées en matière de fourrage pour nos différents bétails. Et il faut retenir une chose, en matière de transhumance pour adresser cette problématique particulière, les pays tels que la France ou bien de façon générale en Europe ont connu le mouvement du bétail d'un pays à l'autre, mais arrivé à un moment, ça s'est arrêté. Donc nous allons forcément arriver à cette étape, peut-être à court terme, où nous allons devoir arrêter la transhumance du bétail et produire localement, parce que c'est d'ailleurs un business, que de produire de l'alimentation pour du bétail et de l'alimentation améliorée à travers nos différents éléments. Donc, tout ce patrimoine devrait être revalorisé et nos jeunes frères ou les investisseurs sont encouragés à investir dans la production de fourrage. D'accord. Nous allons maintenant aller dans les eaux pour découvrir ce que vaut ce milieu. À combien se chiffre la production halieutique ivoirienne? Les Ivoiriens consomment beaucoup de poissons. Par habitant, nous consommons en moyenne 24 kg par an et par individu de poissons. Ce qui nous ramène approximativement à un besoin de consommation nationale d'environ 600 000 tonnes. Et malheureusement, dans notre production locale, nous ne produisons qu'à peine 110 000 tonnes de poissons. Et dans ces 110 000 tonnes de poissons que nous produisons localement pour essayer de faire face aux besoins de consommation, il y a environ 105 500 tonnes qui viennent des produits de la pêche et 4 500 tonnes qui viennent de l'aquaculture, de l'élevage. Donc, il y a de la marge. Donc, nous faisons face à peine à 17% du besoin de consommation locale et ceci ne peut pas être accepté durablement. Et c'est pour cela que le Premier ministre, d'ailleurs, nous a instruit de trouver un mécanisme structurant qui permettra de changer la donne dans les 2 prochaines années. Ce qui justifie le prochain lancement dans quelques semaines de programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, auquel le Premier ministre et le Président de la République tiennent Dieu comme fait. Et nous sommes capables de changer la donne en 2 années pour ne plus consommer du poisson, excusez-moi, chinois congelé sur notre table. Oui, parce que quand même la Côte d'Ivoire dispose de nombreux cours d'eau, de lagunes, de fleuves. C'est un don de la nature qui doit être mis en valeur, Monsieur le ministre. On a aussi la mer qui est là. Pour l'anecdote, moi qui viens de Béomi, je me suis vu souvent proposer du poisson congelé venant de Chine et présenté comme étant du poisson de Béomi.
Donc c'est quand même une catastrophe. Bien sûr, sur le littoral, nous disposons d'une longueur littorale d'environ 550 km qui, malheureusement, n'est pas assez pourvu en poissons, dans la mesure où le plan continental est assez réduit et les espaces de pêche sont assez réduits pour l'ensemble des pêcheurs autorisés à pêcher dans cet endroit. Sans oublier que dans ces eaux, nous avons un phénomène qu'on appelle le upswelling qui fait remonter en fait les phénomènes marins, qui font remonter les nutriments venant du fond de la mer pour attirer en fait les poissons dans la zone. Mais nous, ce phénomène est assez rare dans notre paysage littoral marin, de sorte que nos baies ne sont pas suffisamment fournies. C'est ce qui motive d'ailleurs notre initiative de favoriser l'aquaculture comme l'option viable pour pouvoir changer la tendance en termes de production quantitative et qualitative de poissons pour la consommation ivoirienne. Alors, le poisson intéresse les Ivoiriens. Il y a beaucoup de réactions concernant ce domaine. On va y revenir, mais déjà aussi au 27 22 42 76, au téléphone où Régis Kofi est au bout de la ligne, il y a des réactions. Nous allons prendre quelques réactions de téléspectateurs à travers le téléphone. Régis Kofi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous démarrons tout de suite. 4 questions pour commencer. On démarre avec celle de M. Fofana qui nous appelle de Mankono. Monsieur le ministre, pour développer l'élevage, le parc de la Marawi jouait un grand rôle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quelle est votre politique pour redonner à ce parc sa mission d'antan ? Monsieur Guy Jonas Amman, nous sommes un groupe de jeunes sans travail et nous voulons faire de la pisciculture. Quelles sont les démarches? Combien doit-on investir dans cette activité? Est-elle rentable? Sur cette question, monsieur Youzembi, qui nous appelle d'Abidjan, demande si l'État accompagne les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans cette activité, la pisciculture. Madame Diomandé Aminata à Marcory, le ministre souhaite qu'on s'intéresse à l'élevage. Est-ce qu'il y a des écoles de formation au métier de l'élevage? Si oui, comment y accéder et avec quel niveau? Et puis la dernière question est celle de M. Kwasi Christian de Bassam. Est-ce que le ministre a des programmes d'accompagnement pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage? Voilà, Dama Koné, c'est tout pour cette première vague de questions. Si vous, Régis Kofi, alors les téléspectateurs sont suspendus à vous lèvres, monsieur le ministre. Monsieur Fofana, qui est à Mankono, se préoccupe de l'avenir du parc de la Marawi. Merci beaucoup. Effectivement, monsieur Fofana, j'ai bien noté, se pose la question de savoir quel est cet avenir du parc de la Marawi. Vous voyez, dans la gestion des hydrocarbures, c'est l'exemple le plus parlant et actuel, il y a le thème stock de sécurité qui existe en la matière. Et nous avons la conviction que le parc de la Marawi pourrait jouer ce rôle en matière de production animale, dans la mesure où le parc de la Marawi, c'est un patrimoine d'environ 100 000 hectares, qui a joué un rôle fondamental dans l'amélioration génétique de nos différentes espèces à travers les différents croisements, dans la mise à disposition de bovins performants en matière de lait, en matière de carcasse, mais aussi de bétail à la télé. Et donc, autant d'éléments qui nous permettent de pouvoir reconstituer ce patrimoine, mais surtout d'avoir un stock minimum qui pourrait nous permettre de faire face dans la situation de crise ou de cas durs où nous avons besoin de ressources protéinées au niveau national. Ça fait partie des options que nous avons soumises au gouvernement qui ont été appréciées par M. le Premier ministre. J'ai noté aussi pour M. Guéhi... Jonas qui se trouve à Mans. La question est liée à la pisciculture. Combien faut-il investir pour un projet piscicole
M. You Abidjan, ça a été sa préoccupation. Et sur le QR code, Namathie Kone s'est également intéressé à cette question de la formation des techniciens en matière piscicole. L'alvin coûte aux alentours de 175 francs. Et d'après les estimations faites par mes différentes équipes, il faut estimer environ un investissement d'environ 231 000 francs pour pouvoir commencer une opération de pisciculture. Voilà. Et ça, c'est le moyen qu'il faut, c'est le coût moyen qui est estimé, tout en comprenant que cet investissement de 231 000 francs pourrait, au bout de 5 mois, commencer à rapporter 480 000 francs par mois à l'individu qui fait cet investissement. Je peux donner cet exemple pour plusieurs autres spéculations, si vous le voulez. Je pense que ça peut intéresser 480 000 francs pour combien en termes de charges? C'est le bénéfice qui est intéressant. Oui, l'investissement est assez minime. Et les charges, c'est quoi? C'est suffisant, c'est l'aliment de façon générale. Mais je pense que c'est essentiel et suffisant pour pouvoir permettre à la personne de s'en sortir. J'aimerais juste vous donner un exemple. Nous avons été à visiter la station de Dompleux, dans la région de Mans, qui est une initiative financée d'ailleurs par un de nos partenaires, la FAO. À la suite de la crise, cette station avait été détruite. Donc la FAO l'a réhabilitée et mise en circulation, en route, en tout cas des étangs piscicoles réalisés à l'attention des populations de la ville de Mans. Ce que nous avons constaté sur place, et ça, sur la base des témoignages des femmes d'ailleurs, elles ont commencé leur exploitation. Au bout de 6 mois, elles ont commencé non seulement à s'alimenter du poisson, mais aussi à vendre pour prendre en charge leur famille. C'est-à-dire que c'est possible. Et si nous continuons l'exercice sur d'autres spéculations, je veux dire la pentade de chair, c'est 22 000 francs qu'il faut investir pour acquérir environ 10 pentades. Et c'est un investissement qui est rentable au bout de 4 mois, où on commence à gagner 60 000 francs par mois dans cet investissement. Nous pouvons aussi continuer l'exemple sur le poulet. Le principe, tenant compte, je vais dire, de la libido du poulet, il faut un coq pour 10 poules. Et donc, cet investissement initial nous permet très vite, avec un investissement de 275 000 francs, de rentabiliser l'affaire au bout de 6 mois et commencer à gagner entre 40 000 francs. Et cet investissement grossit au fur et à mesure qu'on avance. Dernière question avant qu'on y passe à la première. Il y a eu d'autres questions. Hein. Oui, c'est l'école de formation. Madame Diomandé a parlé de l'école de formation. Monsieur Kwasi Christian également était préoccupé par le programme qui est mis en place pour favoriser l'insertion des jeunes. Oui, effectivement, nous avons, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons des écoles de formation qui existent à Yamoussoukro, à l'INCA. Nous avons aussi des établissements de formation en production animale halieutique dans certaines universités, à celui de Korogo, puis le Frogon Koulba de Korogo, sans oublier certains instituts de formation professionnelle. Hein. Nous avons le centre d'apprentissage et de perfectionnement de production qui se trouve à Bingerville et l'école de spécialisation au métier de la viande qui existe. Donc nous avons des établissements qui existent pour prendre en charge le profilage des jeunes sur des formations diplômantes ou qualifiantes. C'est selon. Oui, mais est-ce que ces écoles-là sont toujours opérationnelles? On a fait une visite à Grand Laou, on a vu l'établissement qui était sous-équipé dans un état vraiment pas du tout commode à l'apprentissage. Vous avez cité ce qui marche, il y a ce qui ne marche pas. Exactement. Et c'est ce qui intéresse aussi les Ivoiriens. Mais même si cela ne marche pas, nous arrivons à produire quand même des résultats et des techniciens bien formés qui réussissent quand même à être opérationnels sur le terrain. Il y a des efforts à faire. C'est souvent malheureusement la situation de beaucoup d'établissements professionnels qui ont besoin d'être réhabilités. Ce n'est pas une chose nouvelle et les efforts du gouvernement sont en train d'être faits en matière de formation professionnelle pour pouvoir très vite rendre opérationnelles ces différentes institutions et prendre en charge le profilage de nos jeunes. Marcel, avant qu'on y passe à l'autre chapitre. L'aquaculture et la pisciculture sont deux sous-secteurs qui permettent de d'améliorer la productivité en matière halieutique, dans le secteur halieutique. Mais l'accès aux alevins et puis le coût de l'aliment est une problématique à prendre en compte au préalable.
Parce que les producteurs se plaignent très souvent, les acteurs de ce secteur se plaignent souvent. Qu'est-ce qui est fait pour les accompagner? En matière, l'aquaculture représente environ, 6% de nos 4500 tonnes de poissons produits au niveau national. Et nous avons conscience, qu'il faut augmenter notre capacité, la disponibilité de l'offre pour que nous puissions atteindre cette autosuffisance des 600 000 tonnes de poissons attendues au niveau national. Et il y a un véritable problème, je le concède, et ce qui d'ailleurs a amené notre département à essayer de structurer au mieux cette ambition. Et le gouvernement a autorisé d'ailleurs la création d'une direction chargée de l'aquaculture qui aujourd'hui formule le cadre réglementaire d'encadrement du secteur de la production aquacole et de la pisciculture. Sans oublier cela, il y a un certain nombre d'accompagnements qui accompagnent le secteur. Donc vraiment, je peux vous rassurer que sa prise en main est effective. Okay. D'accord. Je vous invite, Monsieur le ministre, maintenant à ouvrir le document de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture que vous avez appelé PONA DEPA 2022-2026. Les motivations ont été plus ou moins données. Peut-être que vous allez revenir dessus. Nous avons déjà entamé l'année 2022. Nous avons fini avec le premier trimestre. À quand le lancement, si ce n'est déjà fait, de ce programme? La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2022-2026 a été adoptée le 19 janvier 2022. Depuis cette date, cette politique est effectivement opérationnelle puisque son adoption a veillé à ce qu'il y ait un alignement de sa programmation sur le PND. Donc, nous sommes très en ligne avec le PND et même le PNIA pour la période annoncée. Et ce qui d'ailleurs a valu à notre département, grâce à la bienveillance du Premier ministre, l'adoption de plusieurs textes réglementaires parce que la problématique du cadre réglementaire dans le secteur des ressources animales et halieutiques était une problématique cruciale qu'il fallait résoudre. Ce sont près d'une cinquantaine de décrets que nous avons soumis à l'analyse du gouvernement et un certain nombre ont été adoptés. Nous attendons l'adoption du reste pour nous permettre effectivement de pouvoir donner le tempo de la régulation et de la performance attendue dans ce département. Et la politique nationale en question, pour sa mise en œuvre, a besoin de 1049 milliards de francs CFA. Nous avons structuré ce document stratégique autour de 4 axes principalement. L'axe du développement des productions animales, l'axe du développement de l'aquaculture, sans oublier bien sûr l'axe de l'accompagnement ou du renforcement de la sécurité sanitaire vétérinaire. Et enfin, je crois que j'ai tout cité, hein, je crois qu'il restera peut-être... Il reste un axe, vous avez parlé du développement de la production. Voilà, la gestion durable des pêches. Voilà, donc ces 4 axes nous permettent d'atteindre notre objectif de compensation à 65 et 70% des compensations des besoins de consommation. Parce qu'au niveau national, malheureusement, en production animale, nous ne produisons que 48% de notre besoin de consommation. Et en matière halieutique, nous ne produisons que 17% de notre besoin de consommation. Donc, monter à un certain niveau qui nous permettrait d'être qualitativement indépendants. C'est bien de se projeter, mais il me semble qu'il a existé un plan Marcel. C'est ça. En fait, comment a été fait le processus de formulation de cette politique-là? Et puis, comment s'est fait l'arrimage avec le PND et le PNIA? Nous avons commencé à travailler sur la PONA DEPA dès le premier mois de notre prise de fonction, en avril 2021. Et ça a été un travail de collaboration interne entre tous les différents services
association aussi avec tous les acteurs du secteur, collaboration avec les partenaires techniques et financiers, et après une harmonisation avec les spécialistes du ministère du Plan, le ministère de l'Économie et des Finances, ce qui a permis, et le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture d'ailleurs, ce qui a permis son arrimage et sa cohérence avec le PNIA, le Plan national d'investissement agricole, mais aussi avec le PND pour son exécution sur les 5 prochaines années. Autrement dit, c'est le volet, je vais dire, ressources animales et halieutiques du PND, on peut le dire comme ça? Oui, on va dire comme ça, c'est le volet ressources animales et halieutiques du PND, en d'autres termes, ouais, voilà. Monsieur le ministre, j'ai une autre préoccupation. On sait qu'il y a un autre plan qui avait été élaboré avant le PONADEPA, la PONADEPA, pardon. Il s'agit du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Quel bilan faites-vous de ce plan, après l'exécution, à l'issue de l'exécution de ce plan? Et puis, je voudrais savoir, est-ce que certaines problématiques qui ont été évoquées à l'issue de la mise en œuvre de ce plan-là sont prises en compte dans la nouvelle politique qui est mise en œuvre? Oui, bien évidemment, parce que cette politique qui était le PSDPA était arrivée à son échéance. Les leçons ont été tirées de la mise en œuvre de ce document politique qui d'ailleurs qui avait été adopté en Conseil des ministres, mais qui malheureusement n'avait pas budgétairement été rattaché au PND précédent. De sorte que vous aviez un plan cohérent, mais sans arrimage dans le plan national de développement. La conséquence, c'est que vous avez un document à déposer sur la table dans les tiroirs. Mais malgré tout, les différents collaborateurs de ce département ont fait un travail formidable. Ils ont, avec le peu de ressources, avec une dynamique propre, ont réussi à capter l'intérêt des partenaires techniques et financiers pour un accompagnement structurel, ce qui a permis d'aboutir à des résultats assez intéressants. J'en veux pour preuve au niveau de la production de volailles. Aujourd'hui, nous sommes autosuffisants en production de poulet en Côte d'Ivoire à pratiquement 98%. Sur la production d'œufs, nous sommes autonomes et même nous exportons. Donc il restera sur certains chantiers de spéculation, des efforts à faire, mais il faut noter que dans l'exercice, dans l'application, il y a eu des évolutions depuis le démarrage du PSDPA qui a permis structurellement d'avancer, mais pas de façon qualitative parce que c'est un secteur qui a manqué structurellement de financement, ce qui justifie cela. Parce que quand on regarde les chiffres, l'État a été le principal accompagnateur de cette politique, alors que n'est viable une politique que lorsqu'elle est soutenue par le secteur privé. Ce qui a permis d'ailleurs de changer la donne dans la formulation de la PONADEPA, avec pour les 1049 milliards, une contribution attendue du secteur privé de près de 60%, et une contribution attendue des partenaires techniques et financiers pour 25%. Et environ 15% venant de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui permet de changer la donne et nous garantir la contribution solidaire telle que formulée au niveau de la politique gouvernementale, la Côte d'Ivoire solidaire. Vous avez dit tout à l'heure, je vous prends au mot, que c'est un secteur qui manque de financement. 60% sont à rechercher au niveau du secteur privé. Est-ce que vous pensez que ce secteur est assez attractif pour les investisseurs pour s'y intéresser? Ce secteur a manqué d'attractivité par le passé. Comment vous faites pour créer cette attractivité? 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA. À capter? C'est la ressource, ce sont les devises qui sont utilisées pour importer le gap en alimentation des Ivoiriens en poisson et en viande. 400 milliards de francs CFA, je pense que les investisseurs, ça ne peut faire que tic dans leur oreille. Parce que c'est la manne à venir rechercher. Il reste, bien sûr, ça je peux le concéder, qu'il faut rendre, entre guillemets, notre secteur, je veux dire, excusez-moi madame, sexy. Parce que l'image qui est projetée des personnes qui exercent dans le métier n'est pas très souvent très habillée. Mais je crois que cette formule, je l'ai même empruntée chez une activiste de la société civile qui demande qu'on présente autrement notre secteur agricole
pour pouvoir attirer davantage les jeunes et introduire aussi de l'innovation technologique, ce qui permettrait, et aussi réduire la pénibilité pour pouvoir aller de l'avant et gagner de l'argent pour le secteur. J'ai tout à l'heure parlé des différents kits d'élevage et démarrage. Ouais, c'est plus ou moins accessible et ce sont des choses que mes collaborateurs formulent et mettent à la disposition des jeunes qui pourraient être intéressés. Ce sont des projets clés en main qui sont disponibles, que les jeunes peuvent avoir au niveau de vos services? Non, la formulation est clé en main. Oui. Il y a deux approches. Nous avons des programmes qui permettent d'accompagner les jeunes. C'était l'élément de réponse d'un de vos internautes tout à l'heure. Nous avons différents programmes qui permettent d'accompagner ces jeunes. Mais au-delà de cela, la valeur est trouvée et nous pouvons les aider à mobiliser la ressource auprès du secteur privé bancaire. Au niveau du PSDPA, il y a eu un maillon qui n'a pas fonctionné véritablement dans la mobilisation des ressources pour le financement de ce programme, le champ. Maintenant, qu'est-ce qui sera fait au niveau de la PONADEPA, qui sera financée à hauteur de 1049 milliards 443 millions de francs? Comment ces fonds seront mobilisés? Étant donné l'arrimage de la PONADEPA, notre politique sur le PND, Madame le ministre du Plan est actuellement en pourparlers avec les différents acteurs et institutions. Il est prévu dans les prochains mois une table ronde des bailleurs. Donc notre plan se trouve en bonne position pour pouvoir être visible des différents bailleurs et obtenir leur agrément en termes d'accompagnement, que ce soit les bailleurs privés ou publics. Par ailleurs, nous commençons à sentir un fort intérêt. Parce que, tenez-vous cela pour dit, et je pense que les Ivoiriens devraient écouter cela. Je suis convaincu que le secteur des ressources animales halieutiques deviendra le prochain café cacao de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je voudrais signaler au passage que M. Ismaël Bema Koulibaly a posé une question à travers le QR code depuis le Burkina Faso. Donc, une question à laquelle réponse a déjà été donnée. Comment mobiliser ces fonds pour investir dans ce secteur? Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter. Comment mobiliser quels fonds? Les fonds dont vous avez parlé. Les 1049 milliards. Exactement. Je pense que la structuration a été donnée. Oui. Maintenant, comment faire pour forcer la main à ces différents partenaires? En tant qu'individu? Oui, en tant qu'État aussi. Bon, déjà, l'angle ou bien le cadre structurel de mobilisation des 1049 milliards, c'est la table ronde des bailleurs qui est en train d'être organisé par Madame la ministre du Plan. Un groupe consultatif? Un groupe consultatif qui est en train d'être organisé par Madame la ministre du Plan. Vous serez certainement en son temps informé. Pour ce qui relève de notre département, nous avons déjà fait, et nous allons continuer certainement, des échanges avec nos bailleurs et partenaires ordinaires, traditionnels, pour avoir leur agrément préalable en entendant cette table ronde. Je pense que c'est la FAO qui nous aidera à organiser cela dans quelques semaines. Voilà, donc nous allons trouver les leviers et, pour pouvoir avoir la ressource pour investir dans les différents secteurs. Alors, il y a cette question qui donne quand même le sourire de M. Zana Nyamadiao, qui dit si on va jusqu'à proposer du poisson chinois comme étant du poisson d'eau douce des Béoumi, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de moyen de reconnaissance du poisson ivoirien. Que compte faire le gouvernement pour permettre aux citoyens de distinguer le poisson ivoirien du poisson de peu de qualité? Je vous rappelle que la situation que nous vivons actuellement au niveau du poisson, nous l'avons vécu en son temps avec le poulet. C'est-à-dire le poulet, pour ceux qui s'en souviennent encore, était un produit de consommation de fête. Quand c'est seulement lorsqu'il y avait la fête que le poulet était dans le menu. Mais aujourd'hui, sa consommation s'est démocratisée. Mais ce n'est pas un fait du hasard, c'est justement par rapport aux dispositions prises par le gouvernement sur instruction du président de la République pour, entre guillemets, sécuriser, protéger le marché et créer la stimulation du marché local. Et les Ivoiriens s'y sont lancés. Et aujourd'hui, nous avons atteint cette autosuffisance. Nous ne ferons pas l'économie de partir sur le même modèle.
pour que nos frontières soient, entre guillemets, protégées de l'importation de poissons congelés et stimuler la production et la consommation locale de produits locaux. Oui, on va rester sur le financement avant que je ne vous donne la parole, Marcel. À Malabo, en Guinée équatoriale, en 2014, il a été décidé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que 10% des dépenses publiques soient allouées au secteur agricole. Et dans ces 10%, les 30% devaient être affectés aux ressources animales et halieutiques. Quelle est la réalité au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on arrive à respecter cette proportion, cette recommandation de l'Union africaine? C'est une ambition. Et les ambitions peuvent souvent se retrouver face à la réalité de gestion des différents pays. L'État fait son maximum. Je peux vous donner juste l'exemple. Qui aurait pu imaginer la survenue de la crise de la Covid qui a changé les priorités de nos différents États. Et c'est forcément dans des contextes comme ça que nous voyons la réactivité pour orienter les ressources d'un secteur à un autre. Nous espérons vivement la sollicitude de l'État sur un certain nombre de nos différents projets et programmes. Je parle en tant que ministre, mais cette approche de financement État de toutes les différentes initiatives du gouvernement, je pense que nous ne devrions plus nous attarder là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs, dans la formulation de notre document de politique, nous avons plutôt visé le secteur privé. C'est ce qui est viable et durable. Voilà, parce que les ressources de l'État ne sont pas infinies et s'orientent selon les différentes priorités qui s'opposent à la gestion de l'État. Et nous comprenons que nous n'ayons pas eu toute la ressource, mais il y a eu des leviers qui ont pu compenser ce manque pour permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs et de faire des évolutions dans le secteur de la production animale et halieutique. OK. Monsieur le ministre d'État fait un effort. Mais à ce jour, quel est le niveau de financement en lien avec cette recommandation des chefs d'État à Malabo 2014. Juste à titre indicatif, sur le PSDEPA qui s'est terminé en 2020, l'État a contribué sur le budget attendu approximativement à hauteur de 133% de la ressource attendue. Donc c'est un effort important qui a été fait. Donc nous espérons toujours, mais nous n'attendons pas. Nous mobilisons les ressources par ailleurs auprès de 12 acteurs qui ont un intérêt et qui nous permettraient d'être durables dans le financement de nos différents projets et programmes. Mais, monsieur le ministre, mes recherches ont révélé que l'État n'a pas accédé 16 milliards au niveau des investissements qui représentent 0,3% de ces 10%. Oui, mais il y a eu quand même des évolutions en termes de capacité de production sur les différents secteurs de production halieutique, production animale. Je vous ai parlé tantôt des efforts de l'État faits par rapport à la production de volailles. Nous avons atteint cette autosuffisance. Pour nous, c'est suffisant, mais ce n'est pas assez. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est là l'intérêt de la formulation de la nouvelle politique qui permet de prendre en compte cette réalité de l'indisponibilité de l'État à un certain moment donné d'accompagner certains éléments parce que ce n'est pas durable. Les ressources ne sont pas étendues, donc nous devons trouver des leviers de formulation ailleurs et c'est ce qui justifie l'implication du secteur privé. Et c'est heureux, c'est comme ça que nous allons créer des champions nationaux, c'est comme ça que nous allons adresser la problématique de la pauvreté, c'est comme ça que nous allons créer des richesses dans le pays en impliquant les Ivoiriens dans la production. Et c'est beaucoup plus durable que d'attendre les ressources de l'État. Monsieur Zoumana Diarasouba, utilisant le QR code, pose une question, je dirais, d'actualité. Nous sommes dans le 5 mois de Ramadan et après ce mois, 70 jours après, ça sera la Tabaski. Alors, il dit, avec la situation chez nos voisins, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour prévenir une flambée des prix de bétail? Oui, la situation chez les voisins, vous voulez parler de la situation sécuritaire. Effectivement, malheureusement, nos pays voisins connaissent des situations qui ont un impact sur l'approvisionnement en bétail de la Côte d'Ivoire. J'aimerais juste relever que
un des pays d'ailleurs a suspendu l'approvisionnement de bétail en Côte d'Ivoire. Et très vite, le Premier ministre a instruit une réaction qui nous a permis de pouvoir lancer des initiatives d'évaluation du cheptel national en termes de production de protéines animales pour pouvoir compenser le manque d'approvisionnement qui pourrait survenir. Et mieux, il nous a demandé d'aller au-delà et envisager dans l'intervalle que nous puissions trouver des champions nationaux qui pourraient prendre le relais de la production locale, nous puissions ouvrir d'autres voies d'approvisionnement, je veux dire, alternatifs qui pourraient être dans d'autres pays que je ne citerai pas. Alors, Mariette, toujours par QR code, se demande à quand l'autosuffisance en protéines animales en Côte d'Ivoire? Elle veut une date. À l'horizon 2026, qui est l'horizon de programmation pour nous, nous escomptons en protéines animales couvrir au moins 70% de la consommation locale. C'est un objectif ambitieux, surtout que ce qu'il faut comprendre, le cycle de production de nos différents animaux partent ce sont un cycle moyen ou bien long, souvent de quelques années en matière de production bovine. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a des cycles de production assez courts qui peuvent être adressés. Mais, cela dit, nous ne sommes pas les mâles nantis, hein, il faut le relever. Nous avons de la production locale, nous avons même une diversité dans notre production. C'est en cela que j'ai parlé de production ovine, de production caprine. Et même, nous avons des productions de d'autres élevages. Il y a l'élevage d'agoutis, il y a l'élevage d'escargots, etc. Donc, il y a une véritable diversité qui permet de passer d'une consommation à une autre, trouver son choix. Voilà. Ok. Monsieur le ministre, vous savez, avec la cherté de la vie, les coûts des denrées continuent de grimper. Ça grimpe et les Ivoiriens sont préoccupés, notamment le coût de la viande et le poisson. Est-ce qu'à l'horizon 2026, on peut espérer avoir une chute de ces prix-là? Est-ce que les prix seront accessibles sur les marchés? Même dans les zones de production de poissons, bon, ces produits ne sont pas accessibles à toutes les bourses. C'est une situation conjoncturelle que nous vivons. C'est-à-dire que nous espérons que cette situation conjoncturelle prendra très vite fin. Mais l'État ne fait pas que espérer. L'État pose des actes pour pouvoir aménuiser, sinon réduire la souffrance des Ivoiriens. C'est le sens de la formidable et vigoureuse initiative de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et quelle est votre part de contribution en tant que ministère des Ressources animales et halieutiques dans ce combat? Moi, je me charge de rendre disponible la matière première, c'est-à-dire la viande et le poisson. Et c'est en cela que mes projets visent à augmenter la production. Plus il y a d'offres, le prix baisse. C'est ça ma démarche. Et puis, bien sûr, mon collègue du commerce gère les prix par ailleurs. Donc, c'est un jeu de rôle qui est bien huilé, qui permet aux différents membres du gouvernement d'être qualitativement efficaces sur les sujets qui sont évoqués. D'accord, nous allons retrouver Régis Kofi qui est au 27 22 40 12 76 pour sa dernière série de réactions à travers le téléphone. Oui, Adama Koné, démarrons par ces deux cas de figure, à commencer par celle de monsieur Kobenan, Franck, qui nous appelle de Transua. Mes porcs ont été abattus après la découverte d'une maladie sur ma ferme en octobre 2021. Aujourd'hui, je ne peux pas relancer mon activité et l'on me dit d'attendre la décision de l'État. Que faire? Une autre situation, celle de M. Zongo Aristide à Yopougon. On fait l'élevage de poulets pendant les fêtes. On nous interdit la vente de nos poulets au bord des routes. Situation très pénible pour nos finances. Élevage, caprin et bovin. Quel accompagnement pour ces Ivoiriens qui veulent se lancer dans cette activité? C'est la question de M. Nda à Sakassou. Et puis, Mori de Dabakala. Avant la crise de 2002, il y avait des ranchs en Côte d'Ivoire.
des ranchs pillés lors de cette crise. Quelle est la politique du ministère pour justement faire revivre ces ranchs? Ils voient en cela une solution pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Adama Kone, voici ce deuxième lot de questions. Monsieur le ministre, la grippe aviaire? Il s'agit, je pense que là, la question de M. Kobena-Franck, c'était plus par rapport au porc. Au porc. Au porc, la grippe aviaire, c'est Zongo Aristide. Oui. D'accord, effectivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que régulièrement, sinon quotidiennement, nos services vétérinaires sont obligés de suivre la situation sanitaire des produits consommés par les Ivoiriens. Et comme ils le disent eux-mêmes, la surveillance démarre depuis l'étable jusqu'à la table, c'est-à-dire depuis la ferme jusqu'à dans l'assiette des Ivoiriens. Et le sujet de M. Kobena porte sur la découverte d'une maladie dans sa ferme. Dans cette situation, il y a une mise en quarantaine qui est faite, une observation qui est faite après les abattages d'au moins 6 mois avant d'autoriser l'introduction de porcs sentinelles qui permettraient d'apprécier que véritablement l'environnement est sain. Parce que très souvent, certaines épizooties peuvent se trouver dans le sol, comme ça a été le cas dans certaines zones d'ailleurs. Et donc, il faut observer qu'il n'y a pas de cas de survenue de ces différentes maladies avant d'autoriser l'ouverture de l'exploitation de l'individu. Je pense que certainement, il doit se retrouver dans cette situation. Je crois qu'il y a M. Zongo. Oh, oui, Aristide. Qui a posé le problème des poulets, de la vente voilà, au Carrefour. Exactement. Cette mesure prise par notre département est une mesure de prévention très pertinente parce que, vous ne savez pas quel est l'état de santé du poulet que vous avez vendu au Carrefour. La pratique de certaines personnes, je dis malveillantes, c'est qu'un poulet, avant d'être vendu, il est souvent dopé aux médicaments. S'il est mal portant, donc vous avez l'impression que le poulet il est vivace, il est vigoureux, etc. Mais à l'analyse, non seulement le produit qui est utilisé peut ne pas être de bonne qualité, et deuxièmement, vous pouvez avoir un poulet malade que vous allez consommer avec les conséquences qui peuvent se retrouver dangereuses, catastrophiques pour votre famille. Et c'est en cela que l'État de Côte d'Ivoire a décidé que la vente est interdite à la criée dans les carrefours. Il y a des endroits habilités à vendre les produits de consommation. C'est souvent les supermarchés qui font l'objet d'inspections par nos différents services vétérinaires. C'est l'abattoir, c'est les différents maquis, même d'ailleurs, qui font l'objet d'inspections par nos différents services vétérinaires. Parce que tout ce qui touche aux denrées animales d'origine animale, automatiquement, que ce soit la production, la conservation et même la vente de produits qui touchent les denrées animales d'origine animale, automatiquement les services vétérinaires sont saisis et en font une inspection et souvent l'exercice de ces métiers font l'objet d'autorisation préalable. Donc nous sommes vigilants à ce niveau. C'est ce qui nous a permis jusqu'à ce jour d'éviter beaucoup de catastrophes. Monsieur le ministre, on a l'impression que la vigilance n'est pas de mise à ce niveau parce que vous prenez la mesure, mais il n'y a pas de rigueur au niveau de l'application de ces dispositions-là. Et à l'issue après la fête, vous ne faites pas de point. Si les réfractaires à ces mesures-là sont prises, bon, on ne sait pas. Quand il n'y a pas de suivi, donc au point où on a l'impression que c'est vraiment les gens font de laisser aller, il y a défi d'autorité et vous ne faites rien pour vraiment les mettre au pas. Je pense que c'est un jeu de rôle. Hein. Nous ne sommes pas les seuls actifs sur le terrain. Nous travaillons avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies. Nous travaillons aussi avec les services de force de l'ordre, etc. Chacun a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, mes services
ont initié récemment, il y a quelques jours, des séances de simulation de situations critiques, intoxication alimentaire, dont certainement les éléments vont passer dans vos différents éléments de journaux. Mais mieux, souvenez-vous, en fin d'année passée, nous avons mené des campagnes de saisine dans des exploitations non agréées, non autorisées de vente de volailles, mais surtout d'abattage, parce que l'abattage aussi fait l'objet de réglementation. Donc, nous ne disons pas que tout est parfait, mais des efforts sont faits pour nous éviter le pire. Et je pense que nous avons pu le faire jusqu'à ce jour. Et nous continuerons à mener cette bataille et aussi faire de la communication suffisamment sur le sujet. Nous admettons que nous n'avons pas assez fait là-dessus encore. Très rapidement, cette question de M. Nda qui se trouve à Sakassou et qui nous a joint au téléphone, il voudrait que vous soyez un peu plus précis sur les mesures d'accompagnement en matière d'élevage. Oui, j'ai parlé tantôt des différents programmes qui existent, le PADECI. Oui. Le PADECI qui a permis d'installer beaucoup d'élevage, comme on appelle dans le jargon dans nos départements, des noyaux d'élevage sur toute l'étendue du territoire national, qui ont permis à beaucoup de jeunes de sortir dans des situations délicates et aussi avoir de la ressource pour avancer. C'est ça l'intérêt de la redynamisation des différents ranchs dont on a parlé tantôt. Ce qui me permet d'ailleurs d'adresser le sujet d'une des questions précédentes sur notre patrimoine de ranch. Quelle est notre politique en la matière pour revenir nos différents ranchs? Il faut noter que dans l'ensemble de ce patrimoine, nous avons au niveau de Nuronigwe, qui a été un ranch qui a été détruit, nous devons reveiller ce ranch, lui donner sa vocation de production de lait avec des races améliorées. L'intérêt de cette démarche n'est pas pour l'État de produire et de faire du commerce, mais c'est d'installer des jeunes dans la production de lait, parce que le métier de production de lait est un métier très rentable et nous sommes, nous sommes pas autosuffisants, nous sommes en sous-production. Nous ne couvrons qu'à peine que 12% de la consommation locale en matière de lait. L'essentiel des produits laitiers est importé essentiellement d'Europe. Et là, c'est une station de 2200 hectares. Sur le ranch ou station de Pania, nous avons 10 000 hectares là-bas qui sera utilisé pour mettre à la disposition des jeunes qui seront intéressés des races de bétail, de bœufs améliorés pour faire de la carcasse, parce qu'il se trouve malheureusement que nos bœufs d'origine ivoirienne, les Landama, n'ont pas suffisamment de chair. Mais vous savez, vous êtes d'accord avec moi, quand les gens vont acheter le bœuf, ils voient le bœuf le plus corpulent, etc., de race généralement sahélienne. Mais nous avons la capacité de produire ces races améliorées ici en Côte d'Ivoire, avec des croisements faits à partir de la race Ndama. Donc ceci sera fait sur la station de Pania et mis à la disposition des jeunes qui sont intéressés à produire des races améliorées en matière de chair. Bien sûr, au niveau de Béoumi, vous avez le Centre national au vin qui avait une vocation, qui a été réhabilité, chez moi, oui, et donc qui est en réhabilitation, d'ailleurs, qui sera bientôt terminé, ouvert, qui produit des races améliorées en matière de moutons, qui permettrait que nous ayons des béliers d'une certaine consistance en carcasse. Les ranchs sont spécialisés. Les ranchs sont, dans notre politique, désormais, les ranchs sont spécialisés. Et vous avez parlé à 2 reprises de jeunes intéressés. Oui. Cela m'amène à poser la question de savoir si l'Ivoirien a cette culture pastorale-là pour réussir la mission que vous voulez mener, que vous menez. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, précédemment dans une de mes réponses, les Ivoiriens traditionnellement ont toujours eu une petite exploitation d'élevage chez eux à la maison. C'est souvent du poulet, c'est souvent du porc selon les différentes régions et les cultures. Et donc, pour nous, il est question d'accompagner cet élément initial pour que l'Ivoirien comprenne qu'il ne s'agit pas d'avoir un élevage pour faire de la subsistance, c'est-à-dire se nourrir. Il faut savoir qu'on peut gagner de l'argent là-dedans et faire du commerce avec.
Et donc ça, c'est une autre paire de manches que nous visons pour améliorer, agrandir le patrimoine en protéines animales. OK. On consomme pour vivre, mais les aliments peuvent aussi être source de maladies. Vous le comprenez, de la fourche à la fourchette, le processus doit être sans danger pour le consommateur. La sécurité alimentaire, c'est la préoccupation abordée à travers cet élément proposé par Seydou Diarra. Seydou Ouattara. Le lait, la viande, les légumes, tous les aliments que nous consommons peuvent être source de contamination à travers la transmission des bactéries, de parasites, de virus d'origine animale, végétale ou de contaminants chimiques. Notre alimentation est susceptible de provoquer des maladies ou intoxications chez l'homme. En Côte d'Ivoire, nous avons des maladies animales prioritaires où l'État organise des campagnes de prophylaxie annuelles, c'est-à-dire campagnes de vaccination pour prévenir le cheptel contre ces maladies-là qui constituent des contraintes au développement de l'élevage. La sécurité sanitaire des aliments se situe dans une approche globale, une seule santé, à l'interface de la santé des animaux, des végétaux et de l'homme. Cette sécurité sanitaire, pour nous, débute déjà depuis l'élevage. Alors, pour nous, lorsque l'élevage est en bonne santé, nous avons une meilleure productivité. Et donc, notre élevage doit être indemne de maladies que l'État a désignées comme des maladies prioritaires. Il s'agit notamment, par exemple, des maladies qui peuvent se transmettre de l'homme à l'animal par les produits animaux ou bien par un contact rapproché avec ces animaux-là. Pour protéger le consommateur des risques liés à la contamination des aliments et prévenir les épidémies potentielles, il est essentiel d'intervenir sur toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. D'accord, nous entamons les 12 dernières minutes de cette émission. Donc, dernière articulation. Un téléspectateur se préoccupe de savoir si vous êtes au courant d'un projet d'élevage de poulets à Nyama. Qu'est-ce qu'il en est? Un projet d'élevage de poulets à Nyama. Non, je ne vois pas de quoi. Ça doit être un projet privé. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas. Quel est le sujet sur ce projet? Voilà, il voulait savoir, certainement un habitant d'Anyama qui pensait pouvoir y trouver un boulot. Certainement. Justement, la PONA départ va permettre d'avoir combien, de créer combien d'emplois? On a parlé de 700 000, est-ce que c'est juste dans l'élément qu'on a vu? Oui, 700 000, c'est l'ambition visée. Et c'est un secteur pourvoyeur d'emplois, d'énormes d'emplois. Et c'est un secteur qui permet de juguler la pauvreté à la source. Parce que les activités liées au secteur des ressources animales et halieutiques se réalisent la plupart du temps en milieu rural, où se trouvent les sources de vulnérabilité de la femme et de l'enfant. Et c'est en cela que nous pensons qu'un regard particulier devrait être mené, dirigé vers ce secteur, parce que l'impact et l'amplification de la réponse par rapport à la problématique de la fragilité, mais surtout de l'emploi, peut être très vite perceptible une fois on investit dans ce secteur des ressources animales et halieutiques. D'accord. On a vu dans l'élément qui vient de passer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Comment se fait le contrôle de tous ces produits que les Ivoiriens consomment, bien sûr, dans votre secteur? Oui, je l'ai dit tantôt, nos services vétérinaires, c'est la direction des services vétérinaires qui a la charge de contrôler toute la chaîne de valeur d'utilisation, d'exploitation et de mise au marché de toutes les productions animales et halieutiques. Donc, que ce soit en frontière ou que ce soit en continental, tous ces différents produits font l'objet d'inspections. Vous avez souvent dû entendre des saisines à telle frontière, etc., parce que les produits sont impropres. Tout cela, c'est avec certes notre service vétérinaire, mais avec la contribution très appréciée des différentes administrations. Donc, nous sommes omniprésents, nous veillons au grain pour prévenir la survenue de toutes sortes de maladies. Marcel? Monsieur le ministre, selon une étude
la Cofamira. 700 tonnes de viande de porc sont vendues sur le marché ivoirien, mais cette tonne n'est pas contrôlée. Ce sont des produits qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas inspectés avant d'être mis en vente sur le marché. Alors qu'on sait les conditions dans lesquelles ces animaux sont... En fait, la bataille se fait. Parce qu'au niveau de la filière porcine, il se trouve qu'il y a une seule infrastructure d'abattage au niveau de la zone industrielle de Yopougon. Qu'est-ce qui est fait pour renforcer ces infrastructures dans ce secteur-là, pour éviter la contamination de la viande? L'abattage de porc en Côte d'Ivoire est concédé à la CIVAC. C'est la structure dont vous parlez qui est au port, à Yopougon. Et la CIVAC a d'ailleurs des démembrements dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, soit en termes d'aire d'abattage améliorée, mais tout ça pour permettre de répondre aux attentes de consommation de porc sur toute l'étendue du territoire national. J'aimerais juste vous rappeler que c'est la CIVAC qui a développé en très peu de temps cette politique de vulgarisation de cette alternative en viande protéinée qui est le porc et qui aujourd'hui est très appréciée par beaucoup de nos concitoyens. Et son dispositif s'installe dans les zones de forte consommation et non sur tout étendue du territoire, parce que le porc n'est pas consommé sur tout étendue du territoire. C'est ce qui justifie, par exemple, peut-être cette observation. Mais elle est présente, la CIVAC, là où c'est nécessaire, et tous les acteurs du secteur de la consommation ou de production de porc connaissent où se trouvent les différentes aires d'abattage. Et encore une fois, l'année dernière, quand la campagne avait commencé pour pouvoir débuster ceux qui faisaient des abattages non appropriés, clandestins, il y a environ, je crois, 17 carcasses de porcs abattus dans des conditions sanitaires non appropriées, parce que c'est une viande qui est très sensible. Si l'abattage ne se fait pas dans les meilleures conditions, très vite, la contamination est catastrophique. Et donc, c'est en cela que nous restons très vigilants. Même si nous démocratisons, il y a toujours un vétérinaire qui est présent sur les différentes aires d'abattage pour permettre que ces abattages se fassent. Monsieur le ministre, aussi, qu'est-ce qui justifie la récurrence de la détection de la grippe aviaire dans la zone de Bassam? C'est récurrent. La grippe aviaire est un virus qui est transporté généralement par des oiseaux migrateurs. C'est le premier vecteur de transmission. Étant donné que nous n'avons pas la maîtrise du mouvement migratoire des oiseaux, et la zone de Bassam est une zone privilégiée pour des espèces d'oiseaux qui viennent se poser dans cette localité. Et aussi, la grippe aviaire est une maladie hautement pathogène, c'est-à-dire très contagieuse, mais aussi très mortelle. C'est-à-dire quand une exploitation est atteinte, c'est 100% de mortalité. Et c'est en cela que nous prenons des mesures très draconiennes, c'est-à-dire quant à la destruction des carcasses de poulets ou de volailles contaminées. Il suffit seulement qu'un oiseau contaminé se pose dans votre ferme et automatiquement le mal est fait. Au niveau international, nous avons 40 foyers de grippe aviaire qui existent au niveau international. Rien que dans nos zones ouest africaines, il y a 10 foyers. En février 2021, ce sont 700 pélicans blancs qui sont décédés du cause de grippe aviaire d'ailleurs au Sénégal. Et pour prévenir la diffusion d'ailleurs de cette maladie qui est très contagieuse, nous avons pris des mesures d'interdiction d'importation de volailles depuis ces différents pays à risque. C'est la réglementation internationale qui l'exige d'ailleurs. Une autre préoccupation, il y a, je sais pas, 1 ou 2 années, on a constaté des mortalités importantes au niveau des ressources halieutiques dans la zone de Port-Boué. Qu'est-ce qui justifie ce phénomène-là et puis où est-ce qu'on en est avec les analyses aujourd'hui, à ce jour? Au niveau de? C'est à Port-Boué.
dans la zone de oui, certainement l'utilisation de produits nocifs dans la pêche. Je n'ai pas connaissance de cette partie. Mais vous avez connaissance de ce que certaines personnes utilisent des produits nocifs pour pêcher. Et qu'est-ce que vous faites pour gérer ce problème? Illicite, vous voyez, dans les 4500 tonnes de produits halieutiques produits nationalement, l'essentiel, pratiquement 97%, proviennent de la pêche artisanale. Et il est important que chacun de nous soit sensibilisé et que nous puissions prendre ensemble des mesures pour pouvoir combattre le phénomène l'essentiel, le principal phénomène, c'est l'orpaillage. C'est vraiment un phénomène qui agresse les produits en eau, mais aussi l'utilisation de différents produits. Nous savons que ce sont des moyens qui sont souvent utilisés, mais étant donné que c'est tout un secteur qui est en danger là-dessus, chacun devrait être suffisamment sensibilisé pour pouvoir dénoncer ces cas qui pourraient être avérés et constatés dans différents endroits. Voilà. Est-ce que des inspections sont faites au point de débarquement des produits de pêche? Les points de débarquement ne font pas l'objet de problèmes particulièrement. D'ailleurs, les points de débarquement ou débarcadères sont des dispositifs structurants de notre écosystème de production de poissons. C'est l'équivalent d'un abattoir dans la production de viande. C'est très structurant. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à éviter les points de débarquement, à éviter ce qu'on appelle les pertes post-capture. Et il existe dans les points de débarquement qui sont... C'est le meilleur endroit, ou l'endroit idéal pour aller s'approvisionner en poisson, parce que cela se fait dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et les vétérinaires y sont en permanence. Autant les abattoirs sont dédiés avec des vétérinaires. C'est ce que je voulais recommander. Vous aviez une question sur le débarcadère, justement. Oui, le débarcadère. En fait, au niveau du débarcadère de Lokodjoro, on ne sent pas l'engouement. C'est-à-dire que ce débarcadère n'est pas beaucoup fréquenté par les consommateurs. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Et puis, est-ce que les bateaux, les embarcations viennent régulièrement débarquer leurs produits de pêche? Le débarcadère Lokodjoro est un don de Sa Majesté Mohamed VI, du royaume du Maroc. Et ce don a fait beaucoup de bien dans le secteur de la production halieutique. L'essentiel des performances réalisées aujourd'hui en Côte d'Ivoire en production halieutique l'a été parce qu'il y a eu des débarcadères. Ce débarcadère a été installé, a été donné par le royaume du Maroc. Il y a eu d'autres débarcadères, celui de Sassandra, bientôt celui de Grand Bérébi, qui ont été offerts par la coopération japonaise. Et donc, pour revenir sur le débarcadère de Lokodjoro, notre conviction, c'est que ce débarcadère n'a pas atteint sa pleine capacité de production. Il y a des performances qui sont réalisées depuis son ouverture. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos différents collaborateurs. Nous sommes en train de changer la gouvernance, changer le mode opérationnel pour que définitivement ce débarcadère joue le rôle principal qu'il doit jouer au bénéfice des mareyeuses, qui sont les femmes qui sont les plus engagées dans la production et la commercialisation, la transformation du poisson. Et l'essentiel de notre budget, le budget du débarcadère de cette année, aidera justement à cette réforme de ce débarcadère pour que très bientôt il puisse atteindre les niveaux de performance attendus. Où est-ce qu'on en est avec celui de Bassam? Le débarcadère de Bassam est aussi un don. Est-ce que les travaux ont commencé? Non, c'est un don prévisionné par le Royaume du Maroc. Mais malheureusement, je crois que c'est un projet qui est en stand-by parce que le pays donateur devait normalement faire des études préalables puisque nous avons identifié trois endroits pour réaliser le point de débarquement, mais les études n'ont pas véritablement démarré. Nous attendons le retour du Royaume du Maroc sur le sujet. D'accord, on va rester toujours dans les eaux. Le phénomène de la pêche illégale dans les eaux africaines est une réalité. Quel en est l'impact pour la Côte d'Ivoire? La pêche illégale ou pêche INN, c'est le nom qui est donné à cette pêche dans les annales au niveau international,
c'est-à-dire pêche illégale, non réglementée et illicite. Cette pêche est un phénomène qu'il faut combattre parce que ceci entache la productivité, la durabilité des ressources en eau, en mer. Et il est reconnu que ce sont chaque année près de 2,4 milliards de dollars qui sont perdus par les différents États, justement par le phénomène de pêche illicite. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons des initiatives structurantes qui ont été prises pour adresser cette problématique du point de vue du port, mais aussi en mer. Relativement au port, nous avons des inspecteurs qui régulièrement inspectent les bateaux qui font du débarquement pour se rassurer que les espèces pêchées qui n'ont pas le droit d'être pêchées ne sont pas pêchées et que la pêche a été faite dans les normes. Et maintenant en mer, nous avons ce partenariat qui a été tissé avec la Marine nationale qui nous permet d'aller en mer sur leurs embarcations, leurs bateaux, et faire appréhender les bateaux qui sont en situation illégale de pêche, tels que notifiés par notre centre de surveillance satellitaire, qui est le VMS, qui se trouve au niveau de notre direction des pêches. Et d'ailleurs, ce centre satellitaire nous permet de pister le mouvement des navires, savoir ces navires qui pêchent en zone interdite, comment les rattraper, etc. Donc, et même en plus de cela, nous avons même pris des mesures réglementaires pour renforcer la gestion ou la gouvernance dans le secteur de la pêche grâce à la vigilance de M. le Premier ministre qui nous a fait prendre environ 6 textes, dont les textes relatifs aux licences de pêche. Alors, avant-dernière question, M. Touré, qui intervient à travers le QR code, demande si le projet Ecofin vous parle. Le projet Ecofin. Ecofin. Il parle de la plus grande ferme avicole d'Afrique de l'Ouest qui sera installée en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'initiatives. Je ne peux pas une compagnie israélienne, Agrotop, qui compte installer cette ferme-là ici. Ils ont certainement... En tout cas, je serai informé quand ils vont vouloir commencer. Quand ils vont commencer à s'installer, je serai très informé. D'accord. La dernière question qui va vous servir de conclusion en même temps, c'est une question un peu technique et un peu théorie. On sait que dans la théorie économique, il est dit qu'il faut se spécialiser dans les domaines où on a un avantage comparatif avéré. La Côte d'Ivoire a un avantage comparatif dans tout ce qui concerne l'aquaculture. Oui. On a des eaux, on a des fleuves, on a la mer et tout. Est-ce qu'avec cette dotation factorielle naturelle, est-ce qu'il faut tout de même se consacrer à l'élevage? Est-ce que finalement, on n'aura pas à produire on n'aura pas des produits qui seront moins compétitifs parce qu'on n'aurait pas d'avantage comparatif dans l'élevage et laisser ce secteur aux pays qui sont traditionnellement engagés sur cette voie? Bon, je vais vous retourner la question. Dites-moi, vous aimeriez bien avoir dans votre assiette aujourd'hui du poisson, demain de la viande, etc., avoir une variété de choix, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, voilà, donc c'est une variété de choix de produits ivoiriens, mais ce qui préoccupe aussi, c'est le coût. Oui, mais... Est-ce qu'on va produire à coût compétitif? Oui, c'est l'angle sur lequel nous sommes en train de partir. Parce que notre ambition, c'est que nous arrivions à cette autosuffisance et cette sécurité alimentaire sur toutes les productions pour que les Ivoiriens aient le choix de leur alimentation en qualité et en quantité, mais aussi à moindre coût. C'est l'objectif de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Donc, il n'y a pas meilleure réponse que cela parce que nous n'avons pas vocation à choisir pour dire aux Ivoiriens ne consommer que du poisson, etc. Mais ce qui consistait par le passé à laisser d'autres pays produire pour que nous puissions nous concentrer sur une option, nous l'avons expérimenté par le passé. Je pense même qu'avant l'installation de la SODEPRA, c'était un peu la vision initiale du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en laissant l'exploitation, la production bovine au pays sahélien par souci de solidarité communautaire.
Mais cette vision a très vite été rattrapée par la réalité qui a motivé la création de la SODEPRA alors. Et puis, il y a eu des enjeux spécifiques qui ont amené cette disparition. Et mieux, aujourd'hui, la crise de la Covid nous a rappelé que nous devons sécuriser notre alimentation dans tous les différents axes parce que, souvenez-vous, toutes les frontières étaient fermées. Peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Hein. Donc, il faut que nous trouvions une solution définitive à cette problématique pour ne pas que dans une situation extrême, nous soyons dépendants de l'extérieur. Notre indépendance alimentaire est extrêmement importante et je pense que cela tient, je dis, à l'estomac des Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre. La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture PONADEPA, c'est désormais la matrice pour une autosuffisance en produits animaux et halieutiques. Merci au ministre Sidi Thiomoko Touré qui nous en a donné l'essence au cours de cette émission. J'étais en compagnie de Marcel Akaï, de Régis Kofi. Merci de nous avoir suivis et restez sur la chaîne qui rassemble.